Alors, d'abord, je vous remercie, Bouchra et Juliette, pour cette magnifique journée. Une autre espèce difficile à apprivoiser. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est remarquablement organisé. Et en plus, pour ceux qui seraient invités l'année prochaine, elles reprennent même vos diapositives, elles les améliorent. Et donc, alors, c'est peut-être un traitement de faveur, je sais pas, mais en tout cas, un grand merci. Sauf avec le premier orateur, il n'est plus là, on peut le dire. Voilà. Ensuite, je pense que la journée était extrêmement riche et finalement, moi, j'arrivais un peu à la fin, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vous remercie, bonne soirée. Non, finalement, je vais essayer de voir si j'arrive, à essayer de faire une espèce de petite synthèse pour un truc que finalement, je suis censé bien connaître et dont je me rends compte que, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas bien. Alors, pour revenir un peu au départ, parce qu'on a beaucoup parlé d'hémolyse, mais il y a quand même initialement le problème du transport de l'oxygène. Nos globules rouges, ils savent quand même à transporter l'oxygène principalement et l'anémie va avoir d'abord cette conséquence de réduction des apports d'oxygène et les mécanismes qui sont mis en place quand on est anémié pour essayer de répondre en fait à cette situation, il y a des mécanismes biochimiques adaptatifs rapides qui sont l'augmentation du 2,3 DPG, qui va lui-même avoir des conséquences justement sur la courbe de dissociation de l'hémoglobine pour l'oxygène, c'est-à-dire que ça va la déplacer vers la droite et ça va donc rendre l'hémoglobine plus encline à relarguer l'oxygène. Mais dans certaines pathologies comme la drépanocytose, bah, il y a des effets collatéraux, c'est-à-dire qu'en fait, on va favoriser dans le même temps la polymérisation de l'hémoglobine. Et d'ailleurs, le mitapivat dont on a parlé, et ben, en fait, il permettrait également de finalement contrebalancer cet effet. Et puis, il y en a un autre qui est important et en particulier dans les maladies hémolytiques chroniques, qui est en fait l'augmentation du débit et j'ai pas mis débit cardiaque, c'est tous les débits. C'est-à-dire qu'on pense de plus en plus et par exemple sur la vasculopathie cérébrale de l'enfant, on a fait des modélisations in silico qui montrent que finalement, cet hyperdébit systémique va avoir des répercussions directes en termes hémorhéologiques et en particulier de flux chaotiques sur certains vaisseaux qui vont en fait répondre de façon plus ou moins pathologique, avec en plus ces phénomènes hémolytiques dont on va parler plus tard, qui vont avoir une agression directe. Et ça, si je vous montre par exemple en population et en extraction d'oxygène par rapport au débit de perfusion, au débit de perfusion cérébrale, on voit bien qu'en fait, les patients qui sont anémiés, et c'est ceux qui sont avec des croix par rapport à des contrôles, ben, en fait, ils vont avoir finalement un contenu en oxygène cérébral qui va être inférieur malgré en fait un débit supérieur. Et quand on est dans une situation où en plus il y a un problème de transport lié à l'hémoglobine, comme dans la drépanocytose, et là c'est les croix, et ben les ronds vides, et ben on se rend compte que là pour le coup il faut atteindre des niveaux extrêmement élevés de débit pour finalement encore avoir un problème de restitution d'oxygène. Ouais. Ça, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon, il y a ce problème effectivement, il faut transporter, mais il y a aussi le problème de l'interface entre le globule rouge et les tissus. Et cette interface-là, elle est extrêmement bien, je veux dire, faite dans la nature. Et là, je parle de toutes les espèces animales, puisque le plus gros de nos globules rouges, il est de 20% plus gros que le plus petit de nos vaisseaux. Et c'est fait exprès pour pouvoir passer, justement, être au plus proche finalement des cellules endothéliales et des tissus pour relarguer un maximum d'oxygène. Et là, on comprend bien finalement que quand on a une pathologie avec un problème de déformabilité, ben, l'un dans l'autre, ça va quand même aussi avoir des conséquences en termes finalement de relargage d'oxygène au niveau des tissus, parce qu'il y a cette interface qui va être également perturbée. Et encore une fois, la drépanocytose, c'est le perdant à tous les niveaux, puisque en plus de ça, il y a des phénomènes d'obstruction petit à petit de ce petit réseau vasculaire, et on va se retrouver en fait avec en plus des gros tuyaux qui passent à toute vitesse, et finalement un problème de relargage d'oxygène qui est encore diminué. Alors là, on est en train de parler finalement un peu de vaso-occlusion. Est-ce que c'est spécifique de la drépanocytose? On va voir que pas forcément, mais la drépanocytose est quand même paradigmatique. Et ce qui est intéressant dans ces études qui ont été faites sur des rats, c'est que quand on marque les globules rouges qui sont particulièrement denses, non déformables,
au FITC et qu'en fait, on les injecte dans, les artères mésentériques des rats et ben, en fait, on se rend compte qu'ils vont bloquer, en fait, la circulation. Mais il y a d'autres globules rouges, en fait, qui bloquent également les vaisseaux et donc là, sur la vidéo, c'est bouché et ces globules rouges-là, ben, en fait, ils sont ni denses, ni falciformés et donc en fait, on a des phénomènes d'adhérence qui vont venir s'ajouter et qui sont des phénomènes d'adhérence qui, en fait, interviennent dans des processus vaso-occlusifs et là, c'est à peu près la même chose qu'on retrouve, mais avec en fait un marquage radioactif. Et on voit que effectivement, ceux qui sont peu déformables vont avoir tendance à être trappés au niveau du membre, mais que les autres globules rouges ont également cet effet. Et ça, c'est lié en fait à ce qu'on appelle des couples ligand-récepteurs, mais qui sont évidemment valables pas que pour le globule rouge, on l'a pour à peu près toutes les cellules circulantes. Et dans le globule rouge, bah, il y a un type de globule rouge, donc les réticulocytes, qui en fait vont exprimer un nombre de molécules qui est non seulement très augmenté en quantité, mais qui en plus, souvent, sont activés. Et par exemple, pendant ma thèse, j'avais travaillé sur l'activation de l'UBCAM, qui est un peu un modèle parce qu'il a été repris après dans un autre modèle pathologique qui n'a rien à voir avec la drépanocytose et qui est la maladie de Gaucher, où on retrouve également, finalement, une activation, de l'UBCAM sur les globules rouges avec des phénomènes d'adhérence pathologique et on sait que cette pathologie est associée aussi à des ostéonécroses sans qu'on sache encore exactement s'il y a un lien, de cause à effet. N'empêche que le rapport est quand même assez troublant. Alors, là, on parlait finalement de phénomènes, on peut revenir en arrière? Oui, super, parce que du coup, hop, les pathologies dans lesquelles on a, mis en évidence, en fait, des phénomènes d'adhérence pathologique du globule rouge et pour lesquels, finalement, on se pose la question d'avoir une espèce de phénomène vaso-occlusif associé. Je vous ai dit, il y a la maladie de Gaucher, il y a le palu, où là, clairement, c'est même associé à des phénomènes de sévérité avec les neuropalus où ça a été, clairement démontré. Il y a eu quelques cas, quelques publis sur la sphérocytose. Il y a également, rien à voir pour le moment avec le globule rouge, mais l'occlusion de la veine centrale de la rétine, où ça a également été montré, c'est-à-dire des globules rouges qui finalement vont avoir un phénomène d'adhérence pathologique sur la paroi des vaisseaux. Et évidemment, le record pour le moment des publications et des travaux par rapport à cette pathologie, ou en tout cas à cette thématique d'adhérence érythrocytaire, c'est la drépanocytose. Alors, moi, j'ai tendance à rapprocher, mais de plus en plus hein, au laboratoire, ces phénomènes d'adhérence finalement des phénomènes de reconnaissance cellulaire et en particulier par le macrophage. C'est-à-dire que quand on s'amuse par exemple à activer les canaux piezo avec du Yoda One, pour ceux qui connaissent, on a en fait un globule rouge qui devient pathologique, qui va en fait être reconnu par le macrophage, qui va vite s'en débarrasser. Mais en fait, quand on regarde l'adhérence à la thrombospondine, c'est des globules rouges qui se mettent à coller, mais de manière impressionnante. Et donc, il y a possiblement un lien entre ces phénomènes d'adhérence qui, en fait, également des phénomènes de reconnaissance par le macrophage et entre autres, le CD47 est une des molécules majeures, mais elle est également impliquée fortement dans les phénomènes d'adhérence et puis ce qui va se passer en termes, finalement, d'hémolyse. Alors, j'ai fait exprès là, en fait, de mettre extravasculaire et je vais expliquer pourquoi après. Mais c'est super que vous ayez pas arrêté de dire donc là, moi, j'affirme extravasculaire et donc là, vous avez, un cas d'hépatosplénomégalie, mais surtout de splénomégalie et donc là, on est, dans le contexte de drépanocytose, mais finalement, ça s'adresse on a vu, toutes ces pathologies et dont les pathologies membranaires qui sont associées justement quand c'est, extravasculaire intratissulaire, principalement à ces phénomènes, de splénomégalie, avec en fait un phénomène qui est principalement lié à, du trapping et du contrôle qualité. Et on a souvent oublié en fait que virer la rate, c'est retirer le contrôle qualité. Donc moi, je suis pas non plus très étonné qu'on se rende compte après, 20 ans plus tard, qu'on a des hypertensions artérielles pulmonaires, qu'éventuellement il y a des phénomènes thrombotiques, parce qu'en fait, on met en circulation des globules rouges qui ne sont pas censés circuler au prix effectivement du problème de l'anémie. Et au niveau de la rate, alors ça effectivement, les travaux de Pierre Buffet qui avait fait ça avec le MIT en modélisation, ils sont extraordinaires parce qu'ils vous montrent que pour la rate, il y a plein d'éléments qui vont être nécessaires, mais il y a la pression qui va pousser le globule rouge
à travers la fente endothéliale, mais il y a également le rapport surface-volume. Il y a énormément de paramètres qui, en fait, vont tous être perturbés plus ou moins suivant les pathologies dont on a parlé tout à l'heure. Le résultat final, quand même, c'est que en sentinelle, il y a quand même le macrophage qui est derrière, en fait, et qui regarde ce qui se passe. Et si ça passe pas, eh ben, en fait, il le bouffe. Et donc, en fait, on a un système qui permet justement d'éviter que ça passe pas en intravasculaire, et c'est pour ça que j'aime bien le mot extravasculaire, parce qu'en termes de gravité clinique, pour moi, il y a vraiment une différence radicale entre un malade qui est en intravasculaire sur son niveau d'hémolyse et un autre qui est protégé grâce à cette cellule qui, certes, va pouvoir éventuellement donner de l'inflammation et toute une cascade d'éléments qui sont indésirables, dont le problème de l'anémie, mais en termes de gravité, c'est vraiment les vaisseaux qui vont poser problème. Et en dehors de la rate, on a le foie après. C'est-à-dire que si on vire la rate, et ça, par exemple, chez les patients drépanocytaires, on le voit aussi, eh ben, on a des patients qui peuvent se retrouver avec en fait des séquestrations hépatiques tellement importantes qu'en fait le foie peut aller au tapis en 24 heures et on est obligé de faire des greffes en super urgence et on a comme ça une série de greffés hépatiques sur des crises vaso-occlusives suraiguës. Voilà. Et donc, pourquoi j'aime bien parler de l'extravasculaire? Parce qu'en fait, je veux surtout insister sur le fait de l'intravasculaire. Et France qui est partie, mais quand j'étais arrivé au laboratoire, il fallait travailler sur le DHTR. C'était pas très compliqué de s'intéresser au DHTR parce que j'avais jamais vu de malade aussi grave et qui pourtant était bien portant 24 heures avant. C'est-à-dire, moi, je me souviendrai toujours je pense que c'est le premier ou le deuxième patient à qui on a fait de l'éculizumab. Il est arrivé sur ses 2 pieds. Il a dit: «C'est exactement comme vous me l'aviez dit, j'ai les urines foncées», et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a eu cet échange plasmatique. Le soir, il était en crise. Dans la nuit, il était dans le coma. Le lendemain, il était en défaillance rénale. Le surlendemain, il était greffé du foie et 3 jours plus tard, il était regreffé du foie sous ECMO parce que le cœur était au tapis et le foie avait eu une ischémie. Donc c'est une situation qui on le voit que dans les syndromes catastrophiques des antiphospholipides ou éventuellement dans certaines MAT gravissimes, mais en fait, c'est une microangiopathie thrombotique. On retrouve à peu près les mêmes caractéristiques et là, on est vraiment dans, le je veux dire finalement le plus aigu qu'on puisse avoir en termes d'hémolyse intravasculaire. Et ces urines porto, en fait, on a le plasma porto. Et puis de l'autre côté, on va avoir des vasculopathies donc avec hémolyse intravasculaire chronique. Et là-dedans, on a parlé de l'HPN et puis par exemple la drépano. Et dans la drépano, ce qui est intéressant, c'est que d'un malade à l'autre, on a des niveaux, on va dire, d'hémolyse intravasculaire qui sont totalement différents et qui sont associés à des phénotypes totalement différents. Donc ça, maintenant, on le sait bien. Les malades qui vont faire l'atteinte rénale, l'atteinte cardiaque, les ulcères de jambes, c'est pas forcément ceux qui font plein de crises. C'est des patients qui sont ictériques, qui ont des niveaux en général de marqueurs d'hémolyse intravasculaire élevés et qui en fait ont souvent des atteintes qui, on va le voir plus loin, sont associées à différentes voies physiopathologiques. Donc si on reprend les hémolyses maintenant intravasculaires, là, grâce à Laurent, Quiget, qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans et qui était, précieux dans l'unité, il nous a quand même légué, la possibilité, comme le montrait, Nicolas tout à l'heure, de faire ce test qui est parfait, sauf qu'il met 1 heure 20, mais il est parfait pour déterminer toutes les différentes espèces. Donc j'espère qu'on va réussir à l'automatiser et grâce à ça, en fait, on a passé des centaines, enfin, je pense qu'il y a plus d'un millier de patients et de situations différentes, y compris maintenant dans l'espace, pour essayer de voir. Et quand je dis qu'on ne sait pas grand-chose, c'est que finalement, moi, j'ai appris en fait des maladies grâce aux résultats de ces tests. Il y avait des maladies, je pensais à tous les coups qu'on allait être en intravasculaire, et puis finalement, c'était quasiment pas de l'intravasculaire, donc c'est pour ça que je dis extra. Et puis il y en avait d'autres pour lesquels c'était une découverte aussi ou à des moments précis. On a vu qu'il y a des malades. Alors, la drépano, c'est le truc qu'on a le plus décrit. Et donc là, finalement, je ne vais pas trop vous en parler, mais il y a vraiment une continuité. Je vous montrerai juste la mortalité. Les anémies hémolytiques auto-immunes, on a travaillé avec Marc sur la corde Physiocaille. On a pu avoir
entre 10 et 20 échantillons avant traitement au diagnostic, et ben, en fait, il y a des patients qui sont très intravasculaires et puis il y en a d'autres qui le sont très peu malgré en fait 3 croix d'IgG et 2 croix de C3. Donc c'est pas forcément le fait d'avoir ces tests positifs qui vont déterminer, mais on aura effectivement des caractéristiques cliniques qui vont être différentes avec, une hémoglobinurie et puis probablement un pronostic différent. Les DHTR, je vous en ai parlé. Les déficits en G6PD, ça va dépendre du type et de la forme de déficit, mais en crise aiguë hémolytique, sur, par exemple, les phénotypes sévères, on va avoir une hémoglobinurie. Déficit en pyruvate kinase, on a eu des patients qui étaient à 6 grammes, quasiment sans intravasculaire, et puis il y en a d'autres qui ont des hauts niveaux et je m'explique pas encore la différence. On est en train de travailler sur les ECMO et je pense que là, pour le coup, ça peut changer aussi la prise en charge des ECMO. On a une grosse série en fait d'ECMO. On a commencé à cause de la drépanocytose parce qu'on avait 70 de mortalité. On mettait un malade sous ECMO drépano, il est je veux dire, indépendamment finalement de la cause pour laquelle on le mettait, en fait, on le retrouvait avec une hémolyse massive et un risque de mortalité importante. Mais on s'est rendu compte que dans les autres pathologies, il y a enfin chez les autres patients sans atteinte connus du globule rouge, il y en a un certain nombre, qui cassent et qui sont d'ailleurs associés à une activation du complément. Les stomatocytoses, je l'ai mis là, on n'a pas beaucoup de malades malheureusement, mais de manière intéressante, ceux qui ont l'hémolyse intravasculaire, en fait, c'est des splénectomisés et puis, il y avait un patient avec une pyropoïkilocytose et de façon intéressante, en fait, on a des discordances quand on regarde les niveaux d'hémoglobine plasmatique, et donc ça, c'est ce qui est relargué par le globule rouge directement, et l'hème, et on n'est pas du tout sur les mêmes cinétiques, et en fait, c'est pas corrélé. Il y a des patients qui ont des niveaux, enfin, je veux dire, c'est pas toujours corrélé. Et il y a une situation qui a attiré notre attention et qui, à mon avis, est impliquée dans la physiopathologie, à la fois comme cause, mais également possiblement comme conséquence cardiaque, en fait, c'est les thalassémies. Que ce soit alpha ou bêta-thalassémie, on a des niveaux records d'hème dans le plasma de ces patients qui sont supérieurs à ce qu'on a au cours de la drépanocytose. Même chez les hyperhémolytiques, on n'arrive pas à ces niveaux-là. Et puis, souvent, quand on est sur l'intravasculaire, et là, je pense que grâce à toutes ces présentations que vous avez eues, on pense maintenant systématiquement aux compléments. Quand on a commencé à traiter les premiers patients de DHTR par anti-C5, ce n'était pas évident, mais il a quand même fallu montrer qu'effectivement, il y avait une activation du complément. Sur les anémies hémolytiques et auto-immunes, Marc en a parlé. Et puis finalement, des DHTR, on a une étarée finalement au drépanocytaire, et on s'est rendu compte que la drépanocytose est une maladie d'activation du complément à tel point qu'il y a 2 études actuellement qui viennent de se terminer avec, le crovalimab, de Roche, où en fait on le teste à la fois en aigu au moment des crises et puis, en chronique. Et puis je ne vous ferai pas l'affront évidemment de reparler devant des experts internationaux de, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. D'ailleurs, vous voyez, il faut de l'entraînement pour le dire. Régis, il a vraiment l'habitude. Donc, si on reprend l'intravasculaire, quand on détruit le globule rouge, effectivement, on va libérer tout un tas de choses qui finalement peuvent chacune avoir un effet différent. On va libérer de l'hémoglobine. Cette hémoglobine, par oxydation, va donner de la méthémoglobine. Et cette méthémoglobine, et Frédéric me l'a appris au cours de ces nombreuses années, finalement, elle va s'oxyder assez facilement en NEM avec libération et déstabilisation de l'interaction M et globine. Mais en fait, on libère pas que ça. Il y a également les enzymes et puis il y a les microparticules, dont on a beaucoup écrit, mais finalement, on retrouve c'est surtout les plaquettes, hein, pour lesquelles, quand on regarde dans le plasma et qu'on dose. Et puis, il y a ces fameuses particules érythrocytaires qu'on a étudiées au niveau du laboratoire. Alors, la première des choses, c'est au niveau de la biodisponibilité du NO. Quelle que soit la situation, si on casse du globule rouge, le NO, en fait, il ne peut pas tellement se lier à l'hémoglobine dans le globule rouge parce que finalement, cette poche-là, elle est aussi faite pour empêcher cette interaction. Et une preuve en est que quand on fait en fait de l'hémoglobine bovine dans les cas
d'hémorragie massive, par exemple, lors des accidents, un des problèmes qu'il y a, c'est la vasoréactivité, le fait qu'en fait, il y a des vasoconstrictions chez ces personnes parce que cette hémoglobine plasmatique bovine va capter très rapidement le NO et va réduire en fait cette vasoréactivité. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, on libère une enzyme qui est l'arginase et qui va détourner en fait l'arginine de la voie du NO pour finalement aller plutôt vers l'ornithine et donc avoir un double effet négatif. Si on prend maintenant l'hémoglobine, alors je vous ai mis une image de confocal. Les premières fois où on a vu ça sur des cellules endothéliales, on s'est dit, mais en fait, c'est des éponges. Et est-ce que ça fait quelque chose aux cellules endothéliales d'avoir autant d'hémoglobine plasmatique? Ben, finalement, ça leur faisait pas grand-chose. Alors, pas grand-chose quand c'est de l'hémoglobine A. Mais effectivement, Slimane Alali a montré que l'hémoglobine S, et alors là, d'un point de vue conformationnel, on ne sait pas pour une petite mutation pourquoi il y a des différences comme ça, mais elle active effectivement les toll-like récepteurs 4 et donc le monocyte avec un effet sur l'inflammation. Et on peut se dire que bah, ces TLR4 qui existent également sur les cellules endothéliales, ils ont probablement également un effet spécifique à la drépanocytose. Et puis, cette hémoglobine, bah, elle va avoir une toxicité tubulaire, soit parce qu'elle libère au niveau des tubules l'hème en condition d'acidose, mais également parce qu'il y a une précipitation tubulaire. Et puis, il y a aussi une compétition de l'hémoglobine sur la mégaline et la cubuline, qui sont des protéines importantes pour la réabsorption de tout un tas de protéines qui, du coup, vont être perturbées par le passage de l'hémoglobine au niveau du tubule. On en arrive à l'hème. Donc l'hème, bah, c'est un enfin c'est un agent oxydatif majeur, c'est-à-dire que c'est un super bon effectivement donneur de fer et de, je veux dire, de capacité d'oxydation de tout, hein, y compris le raft lipidique. Ce qui est bien décrit, c'est le TLR, mais il y a énormément d'autres interactions et il est tellement dangereux que la nature a fait l'hémopexine qui va le capter immédiatement et qui va empêcher en fait l'hème d'avoir cet effet toxique. Et derrière en fait l'hémopexine, bah, il y en a plein d'autres qui vont pouvoir le prendre en charge. S'il y a plus d'hémopexine, il y a l'alpha-1 microglobuline qui, à mon avis, est intéressante parce qu'elle passe la barrière glomérulaire et qu'en fait elle transporte l'hème et que c'est aussi peut-être une manière d'avoir ce produit toxique au niveau de la lumière urinaire. Mais il y a également les LPS, il y a surtout l'albumine. Et l'albumine, eh ben, en fait, elle relargue l'hème, c'est une éponge. Et c'est pour ça que dans les échanges plasmatiques, quand on mettait de l'albumine, bah, on avait un effet qui était très transitoire et probablement parce qu'en fait, on relarguait, et on l'a même mesuré chez un malade sous ECMO, en fait, l'hème. Donc, si on fait des échanges plasmatiques, c'est pas de l'albumine qu'il faut utiliser. En fait, c'est du plasma pour surtout apporter de l'hémopexine ou alors éventuellement de l'hémopexine purifiée. Mais l'hémopexine purifiée ne permettra pas, enfin, je veux dire, les échanges plasmatiques permettent également d'épurer le reste. Alors, une des preuves que finalement, il y a une discordance entre ces différents marqueurs, c'est que là maintenant, si on regarde une série de 340 patients drépanocytaires suivis 15 ans pour lesquels en fait on a pu passer tous les prélèvements de départ et pour lesquels on a la mortalité, et ben, si on regarde ici l'excès d'hème, c'est-à-dire de l'hème non lié à l'hémopexine, et ben, en fait on a un petit p à 0,003 en fait sur la mortalité bien supérieures, par exemple, aux LDH qui sont jusqu'à présent la valeur de référence et associée à la mortalité dans la drépanocytose. Mais là, dans notre cohorte, on est à la limite, enfin, on est à 0,06 quoi, en gros. L'hémopexine bah, est pas loin également de sortir. Et puis finalement, quand on regarde l'hémoglobine plasmatique, bah, elle est importante, mais elle n'a pas le même effet, le même rôle finalement que l'hème qu'on retrouvait plus tard. Alors là, c'est la même chose, mais en effet cumulatif et c'est juste pour vous montrer que si on prend l'hème, quel que soit en X, les doses, en fait, le seuil qu'on prend, le cut-off, d'hème et ben, en fait, les petites étoiles montrent que en fait, c'est significatif.
entre le groupe à haut niveau et à bas niveau en fonction de ces seuils, alors que là, vous voyez pas de petite étoile, c'est-à-dire que pour les LDH, finalement, il n'y a pas de seuil réel qui permet de séparer un groupe à risque de mortalité par rapport à un autre risque de mortalité. Et là où on voit, donc ça nous aide au moins pour savoir à partir de quand, en fait, on commence à avoir un risque. Donc dans la drépano, on commence à avoir un risque dès qu'on a plus de 3 micromolaires d'hème et puis on voit que ça monte franchement avec une courbe d'inflexion autour de 4-4,5. Et cet M, ben, en fait, quand on le met, sur des souris qui sont, des souris drépanocytaires, qui ont été, donc avec de l'hémoglobine, humanisée, transgénique et ben, en fait, on provoque une mortalité assez rapide, contrairement aux souris témoins et cette mortalité et ben, en fait, elle est, due à des phénomènes qui sont finalement vaso-occlusifs et on en revient également au problème que si on active l'endothélium et que l'endothélium devient activé à cause de ces voies inflammatoires, bah, finalement, on met le velcro côté endothélial. Le velcro existe déjà côté érythrocytaire et dans la drépanocytose, bah, on a tout finalement pour avoir un effet catastrophe parce qu'il y a différents éléments qui interviennent. Mais derrière tout ça, je vous ai dit, il y a les particules. Et on a en fait analysé l'effet d'un hémolysa en quantifiant les particules sur des cellules endothéliales donc en flux. Et on s'est rendu compte finalement que ces particules qu'on arrive à supprimer à 14 000 G, alors qu'on garde en fait les microparticules toujours au même niveau à ce niveau-là, et bien en fait on a une nette diminution de l'état inflammatoire de ces cellules endothéliales, alors que finalement l'hémoglobine purifiée ne faisait pas grand-chose, avec des phénomènes d'adhérence cellulaire qui vont apparaître et qui, une fois qu'on enlève en fait ces particules, diminuent très nettement par rapport à notre contrôle. De manière intéressante, on a également un effet finalement qui pourrait faire penser à une microangiopathie thrombotique parce qu'on a des cellules endothéliales qui, dans la condition hémolysa, alors qu'on ne l'a pas tellement en condition contrôle TNF-alpha classique d'inflammation, vont se détacher, vont laisser des trous et les plaquettes, en fait, donc là, c'est que avec l'hémolysa, elles vont se mettre au niveau de ces trous et en fait, elles sont activées et on arrive à inhiber cette activation avec un anti-bêta-2-GP1, ce qui montre bien que ce n'est pas uniquement le fait que les plaquettes aient collé, mais qu'en fait, elles sont réellement activées, ce qui peut expliquer qu'on ait des tableaux finalement de pseudomates dans des conditions d'hémolyse intravasculaire importantes. Alors, d'un point de vue thérapeutique, du coup, c'est là où finalement, on a eu déjà énormément de traitements, mais avec tous ces choix de molécules, c'est certainement pas moi là qui vais vous donner une liste de, je veux dire, Okay. de recommandations. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut vraiment réfléchir finalement à ce qu'on veut traiter. Et par exemple, dans le DHTR, effectivement, on a quand même toujours de l'anémie. On a encore actuellement des situations où on a de l'hémolyse extravasculaire intratissulaire. Est-ce qu'il faut aller mettre en anti-C3? C'est un peu la grande question du moment. Mais en même temps, on sait que quand on a mis un anti-C5, les chiffres de mortalité qu'on a maintenant par rapport à ceux qu'on avait il y a 10 ans, où c'était 6% de la mortalité des patients drépanocytaires, c'est-à-dire c'était pas bien connu, mais on savait que ça tuait 6% de nos malades. Finalement, on ne sait pas bien. Donc quand on est en intratissulaire, bah, il faut quand même faire attention à la splénectomie parce que finalement, on va mettre en circulation des globules rouges qui ne sont pas censés passer. Donc, il faut vraiment peser la balance bénéfice-risque. Dans les stomatocytoses, clairement, on a compris, eh ben, en fait, c'est défavorable. Mais dans les autres pathologies, on n'a pas parlé des hypertensions pulmonaires précapillaires à 20 ans, et c'est quand même le cas pour quasiment toutes les splénectomies. Et puis, probablement, il faut essayer de réduire cet effet d'érythrophagocytose, que ce soit en jouant sur finalement le C3 ou directement peut-être sur le macrophage, je ne sais pas. Dans l'hémolyse intravasculaire, je pense qu'il y a une différence entre on est sur une hémolyse massive aiguë et là, à mon avis, je pense qu'il faut qu'on arrête d'hésiter à faire des échanges plasmatiques avec du plasma. Quand on l'a fait, on a des malades qui ont été transformés. Si on peut le faire, c'est pas très compliqué et à mon avis, les risques sont quand même pas énormes tant qu'on peut brancher les patients. La deuxième chose, c'est qu'on est quasiment sûr qu'il y a toujours une activation du complément ou en tout cas, c'est très, très probable. Aller mettre un anti-C5 ou éventuellement discuter, pourquoi pas, d'un anti-C3, je pense que ça fait sens.
Le plus dur finalement, c'est dans la vasculopathie, intravasculaire chronique et là, le problème, c'est que toutes ces pathologies dont je vous ai parlé et ben, on se rend compte que c'est il y a pas une maladie qui va être purement intravasculaire. Même l'HPN, il y a de l'intratissu,laire. La drépano, on a de l'intratissu,laire et de l'extra et de l'intravasculaire et donc en fait, il va falloir finalement avoir des outils qui vont nous permettre de pouvoir faire la part des choses parce que ce qui va se jouer, c'est quand même le traitement en fait, derrière, sachant que pour le moment, on s'en sort en se disant: «Si on traite la cause, de toute façon, normalement, on devrait avoir assez bon» et évidemment, quand on améliore, la maladie, en général, on Chaque améliore toutes les conséquences de l'hémolyse. Donc en conclusion, bah, les hémolyses, c'est des processus qui sont est très différents idéal. finalement et qui sont Assurez-vous de ne complexes pas et oublier. je pense vraiment qu'il faut essayer de déterminer, finalement les causes, leur caractère et c'est pour ça que j'insistais sur extra, mais je veux bien, parler d'intra-tissulaire tant qu'on ne mélange pas les choses et puis je pense qu'il y a vraiment besoin d'outils biologiques. On essaye en fait d'avoir finalement une possibilité d'automatisation de la technique pour l'avoir sur un spectrophotomètre en 15 minutes, ça serait l'idéal et puis voilà et derrière on espère pouvoir adapter mieux les traitements. Merci. Merci beaucoup Pablo. En fait, tes démonstrations, c'est très intéressant et je pense à un modèle qui est pas lié, qui est en fait le BTT ou notamment constitutionnel. Finalement, on voit que les échanges, ça marche, mais il faut emporter quand même beaucoup de volume pour substituer en analyse TS13 et que là, on est à l'ère de l'analyse TS13 recombinante. Et peut-être, si on rêve un peu, on pourrait imaginer une hémopexine recombinante pour traiter des situations aiguës. Non, qu'est-ce que tu en penses? Alors l'hémopexine, est actuellement produite. Elle est produite? Ouais, il y a une étude dans la drépanocytose qui devrait démarrer là incessamment sous peu et on est cible d'inclusion, dans la crise et aux urgences. Après, je ne sais pas si c'est la bonne cible forcément, mais en tout cas, il y a cette hémopexine qui est possible. J'ai essayé de l'obtenir à visée compassionnelle. Pour le moment, c'est impossible, comme souvent dans des niches à très haut risque. Merci. Pablo, du coup, la place pour toi de l'échange plasmatique, tu penses qu'on pourrait envisager peut-être de le faire assez précocement chez des patients qui ont déjà eu des DHTR sévères, qui récidivent, quelque chose comme ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu imaginerais pour ça particulièrement? Alors, je sais pas si en prévention ça a un sens. En tout cas, du moment où la cascade est enclenchée et on a des éléments qui disent on est en train d'activer une voie qui mène à l'hémolyse intravasculaire et quand on a nos résultats, c'est-à-dire là avec les résultats qu'on a, on se dit le malade il va aller mal et pourtant il est bien et en fait 2 jours plus tard il est mal. Donc je me dis que c'est quand même dommage de se dire on a des niveaux de d'hème qui sont au plafond, le malade, il a encore, tu vois, 7 grammes d'hémoglobine ou 6 grammes, on peut encore lui faire quelque chose. Je pense que c'est à ce moment-là où il faudrait le faire. On l'a déjà fait, et quand on l'a fait, il y a, moi j'ai en souvenir une patiente à Lille, on m'appelait parce qu'en fait, il fallait juste donner l'avis en pré-greffe hépatique. Elle était en défaillance rénale, défaillance cardiaque, dans le coma, défaillance hépatique, défaillance rénale. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, vous avez en réanimation la possibilité de faire un échange plasmatique. Vous faites l'échange plasmatique avec plasma et derrière, vous faites l'éculizumab. Je les ai rappelés le lendemain. Greffe hépatique annulée, patiente réveillée, le rein s'est amélioré en quelques jours et l'HTAP précap aiguë, elle avait disparu. Donc on a et on a eu des cas d'ECMO identiques. On a la preuve qu'en fait, en faisant comme ça marche. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, en termes de balance bénéfice-risque, le problème, c'est qu'on est sur des niches. Donc, à chaque fois, on nous dit, oui, mais où est l'evidence-based medicine? Bah, l'evidence-based medicine, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, quand on réfléchit suffisamment à des mécanismes et qu'on apporte des possibilités et qu'en fait, derrière, on se donne les moyens de vérifier, bah, finalement, je pense que c'est faisable et que ça peut être aidant. En aigu. En prévention, je vois pas bien l'intérêt. Je pense, Pablo, qu'il faudra envisager vraiment de coupler PFC et inhibition du complément
C'est quand on sait que Oui. sur d'autres modèles, que quand tu apportes du PLC en masse, tu actives le complément. Non, je pense qu'il faut faire les 2. Je pense qu'il faut faire les 2. C'est-à-dire l'idée de l'échange plasmatique, c'est d'épurer toutes les cochonneries là. Derrière, on sait que le complément il est déjà parti et il faut mettre un anti-complément. Alors après, un anti-C3 ou un anti-C5, je sais pas, mais Anoucha parle toujours de ces hémolyses à bas bruit. Il est évident qu'on mettrait un anti-C3, ça marcherait. Et c'est vrai que des fois, on voit, hein, d'ailleurs Aline, tu le sais bien, on voit bien que même avec l'anti-C5, on a un niveau d'hémoglobine avec des nadirs qui sont à 3, 4. Chez des femmes enceintes, des fois on se dit, bon, c'est un peu chaud, hein, ça en transfusion. On en est où de l'intégration de ces paramètres directs de l'hémolyse en pratique de routine? Puisque les LDH et la bilirubine ne sont plus fiables. Non, alors ils sont fiables, hein, il faut bien les utiliser. Non, enfin, c'est Innovem, donc la startup que j'ai cofondée, un des buts, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qui vient du laboratoire puisse être accessible. Et donc là, on n'est pas loin, et je regarde Laura qui travaille dessus, mais on n'est pas loin d'avoir en fait une automatisation sur le spec, puisqu'on a des centaines, voire milliers de endpoints. Et donc, entre l'IA plus déjà des longueurs d'onde je veux dire, enfin, on sait où regarder aussi, on pense arriver en fait à un résultat qui soit pas si mauvais que ça, j'espère, dans l'année, année et demie, pour en fait faire des tests sur certains sites pilotes. Pour intégration dans les Sur laboratoires. un spectrophotomètre, alors soit avec une clé dedans, soit directement intégré dans le truc pour l'avoir en routine, oui. Actuellement, alors juste un point, quoi, on peut pas, personne ne peut mesurer l'hème, ça c'est pas possible. Par contre, avoir une mesure de l'hémoglobine plasmatique, ça c'est déjà possible avec des erreurs. Il y a quand même une bonne marge d'erreur, mais c'est possible. Et en particulier, alors il y a ce contrôle de Stéphane qui le fait déjà en fait à Mont d'Or, hein. Alors les résultats sont pas parfaits, mais ils sont quand même bons et c'est mieux que clairement mieux que rien. Et en particulier la dérivée seconde à 570, elle est bonne, elle reste bonne. Oui, c'est une question sur la conduite à tenir avec quelqu'un qui a un antécédent d'hémolyse retardée et qu'on va devoir transfuser ou on pense qu'on va devoir le transfuser parce qu'il y a une complication grave. Donc je suis toujours étonnée avec ce rituximab qu'on recommande de faire juste avant parce que en général on a 2 mois de délai d'efficacité quand on le fait dans les indications d'auto-immunité. Et du coup, d'entendre que les pédiatres, eux, font plutôt des corticoïdes, ça me semble plus logique et plus immédiat. Donc je voulais savoir un petit peu, comment comprendre un petit peu est-ce qu'on est réellement préventif avec le rituximab juste avant une transfusion, en fait? Alors, bon, d'abord un tout petit bémol sur les corticoïdes. Alors, soit on les a pas utilisés à très forte dose, sinon, quand on était à 6% de mortalité, on les utilisait, hein. IG corticoïdes, on avait 6% de mortalité. Donc, c'est pas uniquement qu'on veut pas les utiliser parce que ça déclenche des crises, mais quand le malade il est déjà pas bien, voilà. Alors, la question qu'on se pose sur les corticoïdes, c'est possiblement de les mettre à forte dose. Après, l'expérience sur le rituximab, qui maintenant, il y a plus de 60 patients traités. Ça marche très vite, mais ça, on le sait déjà sur les CD19 quand on les regarde, hein. On a eu des patients pour lesquels on l'a fait quasiment en urgence pour de la neurochirurgie dont on savait que de toute façon, il allait y avoir une transfusion derrière, chez des patients qui avaient déjà cassé avec des DHT en réa. Et en fait, quand ça marche, ça peut marcher très vite. Ça marche malheureusement pas à tous les coups. Et c'est là où, en fait, là, sur ces dernières années, on est un peu coincé parce qu'on pensait que ça marchait quand même très bien tout le temps à M-1 et J-15. Et actuellement, on se rend compte qu'il y a quand même des patients qui, en fait, sont non répondeurs. Et donc là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'autre finalement que le rituximab? Et on a eu déjà pas mal de discussions, en particulier pour les malades qui vont à l'allogreffe, avec en fait une période d'érythraphérèse avant allogreffe, et on en est, je sais pas, marqué quoi, 4 réunions déjà, 4 ou 5, hein, ou moins. Voilà. Et on a déjà essayé le DARA avec échec également. Donc voilà, donc il y a vraiment des questions. Ce qui me démange un peu à chaque fois, c'est de mettre un anti C5 ou un anti C3 en, en préventif finalement. Mais voilà. Faut bien comprendre que le rituximab, c'est pas pour faire disparaître les anticorps, hein. Dans quasiment aucune maladie auto-immune, ça fait disparaître les auto-anticorps. Donc, il n'y a pas de raison que ça fasse disparaître les allos.
Et c'est pour éviter qu'il y ait des nouveaux allo-anticorps qui apparaissent. Et en faisant du rituximab et en compatibilisant au mieux les culots, en respectant le profil des allo-anticorps, voilà, c'est ça l'idée, qu'il n'y ait pas de nouveaux qui apparaissent. Il ne faut pas attendre que Plus, ça fasse, que voilà, ça gobe tous les allo-anticorps préexistants. C'est pas du... plus le rôle un peu sentinelle Oui, du B des voilà, et puis dans la réponse inflammatoire. Donc quand même avec un délai de 15 jours alors, finalement. Alors nous, quand on est à froid, on fait J-30, J-15, mais en situation d'urgence, en intention de transfuser, c'est-à-dire on essaye de ne pas transfuser. Mais quand on est dans l'urgence, en fait, on fait le rétux le plus vite possible. Et on a eu des cas où en fait les malades étaient transfusés à 24-48 heures et où finalement ils n'ont pas cassé. D'accord.